tu es experte, tu as ton propre cabinet, tu accompagnes des femmes. On voit que tu voyages souvent pour des concours en tant que jury. On est dans un business qui est très riche, qui a de l'opportunité pour tout le monde. Je suis une compétitrice. J'ai toujours voulu gagner, j'ai voulu toujours être entre les premières. Les clientes, elles ne veulent pas simplement savoir que tu es la meilleure, que tu as cette assurance, que tu vas leur rendre la meilleure prestation. Donc en fait, c'est ça la clé, le déclic. Oui. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui va chercher tout le temps d'être excellent, mais chercher tout le temps les sorties. Vraiment la solution pour tout ce qui va arriver. Moi, j'ai la solution, j'ai pas le problème. Est-ce que selon toi, la foi, c'est une force dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Avant, je travaillais comme une dingue. Et à partir de ce moment, j'ai dit stop. Un miracle avec le Seigneur. Et tu as eu ça comme un cadeau. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Seigneur, je parlerai de tout ce que tu as fait. Bienvenue dans ce tout premier épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un échange autour du parcours, de l'évolution, de la posture de la foi, des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et pour cet échange, je suis ravie, très honorée d'accueillir Dany Quercino. Merci Dany d'être là. On est nombreuses et nombreux à te connaître, mais pour celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Bon, bonjour, merci aussi pour cette invitation. C'est aussi une première pour moi. Je suis contente et honorée. Moi, je suis Dany Quercino. En fait, Danielle, je m'appelle Danielle. Mais Dany pour les intimes, et puis après, ça a pris Dany en Europe. Je suis brésilienne. J'ai 44 ans, 43 encore. Mais à la fin de moi, 44, je suis maman des jumeaux, je suis épouse et je suis esthéticienne. Je travaille dans le monde de la beauté et je suis chrétienne depuis que j'ai 13 ans. Alors, j'ai pris ça comme une mission pour moi. Alors, je suis quelqu'un qui travaille en esthétique, mais qui partage beaucoup. J'ai beaucoup d'envie de parler des choses qui m'ont transformée de la femme que je suis en tant qu'immigrée, en tant qu'immaman et en tant que femme de foi. Comment tout a commencé pour toi dans la dermopigmentation? Est-ce que c'était une évidence dès le départ ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure de ton parcours? Alors, j'avais le choix pour des autres choses, mais j'ai dit que j'ai tombé dans la beauté. Je suis née dans la beauté, en fait. Ma mère, elle est coiffeuse aussi. Elle a une académie au Brésil. Alors, tout le temps, j'ai grandi dans cet univers. Elle nous ramenait là-bas. Elle avait un grand institut. Alors, moi et ma sœur, on était tout le temps avec elle. Et moi, j'étais dans un autre univers. J'étais une très bonne élève, très bonne en maths. Alors, je suis allée dans l'université pour faire des calculs, pour faire l'ingénierie, un monde complètement masculin. Oui. Il y a un moment de commencer à faire des stages. J'ai préféré aller dans le salon de ma maman, rester là, de répondre au téléphone et de voir des petites choses qui vraiment allaient dans les bâtiments pour faire, voilà. Et j'ai commencé à me questionner. Et mes parents, ils étaient beaucoup ouverts à ça. Et là, petit à petit, j'ai commencé à vouloir faire les ongles, à vouloir faire de la coiffure d'abord. Et après, j'ai vu que ça m'épanouissait le temps en cabinet pour des soins. Et là, je suis allée tout doucement vers l'esthétique. Et comme j'étais dans l'université, tout ça, pour mes parents, dans un pays émergent, dans un pays pauvre, on imagine qu'on peut s'en sortir qu'avec les études. Alors, c'était quelque chose que mes parents, ils ont bien nous appris à être formés. Et j'ai commencé à être formée dans l'esthétique. Après, dans des choses plus précises, voilà, le maquillage permanent. Ça fait déjà 17 ans que je pratique cette technique. J'ai commencé vraiment avec toute la technique, hein, c'était du tatouage à l'époque. Donc, tu as commencé au Brésil, c'est ça, à pratiquer au Brésil? Ouais, déjà au Brésil. Après, j'avais envie des autres choses, de connaître des autres cultures. Et là, à 19 ans, je suis partie et je suis venue en Europe avec ma sœur, à l'époque, à Lausanne, pour passer un temps, de faire une pause, de voir vraiment qu'est-ce qui te plaisait réellement, qu'est-ce qui résonnait en toi à ce moment-là? Oui. Et là, j'ai eu le choix. Moi, j'ai dit, je suis comme un chat. Hein. Je peux écrire 10 livres différents. Et j'avais fait une pause. Je suis partie après pour faire mission.
J'ai dédié 2 ans et demi à GEM, Jeunesse en Mission, au Brésil aussi. Et c'était un temps très riche où j'ai pu découvrir aussi, parce qu'à l'époque, je disais que j'avais pas trop le contact avec les gens, ou de parler vraiment avec de l'assurance, ou parler à tout le monde. Et c'est à cette époque en mission que j'ai découvert que la communication, c'était pas forcément d'être sur scène ou devant une église pour parler des choses qui étaient dans mon cœur. Est-ce que c'est à ce moment-là que la foi est entrée dans ta vie? Non, c'était un peu avant déjà. J'ai connu... au Brésil, on est tous chrétiens, pratiquement. Mais catholiques, pas pratiquants. Je suis grandie dans une famille comme ça. Mais à 13 ans, on avait déménagé et j'ai connu une famille des chrétiens baptistes. Et c'était la famille modèle. C'était nos amis, ils allaient jouer avec nous. On jouait beaucoup dans la rue encore à l'ancienne. Hein. Mais il y avait des moments, par exemple, un jour de la semaine, ils disaient on ne peut pas jouer maintenant, on doit rentrer parce qu'on a une réunion de prière en famille. Et nous, ça nous interpellait pour ça. Et en plus, ils étaient gentils. Voilà, ce n'étaient pas des enfants qui se disputaient avec tout le monde. Et ça m'a tilté aussi. Ils nous commençaient à inviter à aller à l'église. Et je suis allée, c'était à l'époque de Pâques. Ils ont passé des films, des choses qui ça m'a beaucoup touchée. Et j'avais envie de commencer à aller dans la même communauté parce que les gens souriants, tout ça, ça m'a touchée. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Et tout de suite, j'ai senti vraiment un appel de la part de Dieu. Et c'est là que j'ai ouvert mon cœur à Jésus. J'avais 13 ans. Et j'ai décidé tout de suite de me baptiser. Et après ça, ça fait déjà 30 ans. Une vraie conversion. Oui, ouais. C'était à mon adolescence que j'ai connu. Et puis après, toute la famille aussi a commencé à aller à la même église. Et aujourd'hui, on a toute la famille qui est évangélique aussi. D'accord. C'est merveilleux. Ouais. Et pour revenir à la dermopigmentation, donc tu disais que t'étais un peu... C'était un temps de pause où tu étais un peu à la recherche. Oui. Alors, je suis très curieuse. Comme j'ai dit, j'aimais bien étudier. C'était le temps de mission. J'avais déjà vécu en Europe. Alors, j'étais vraiment ouverte à apprendre des autres choses, de nouvelles techniques. Mais ma mère, elle avait toujours son salon. Comme on allait toujours au Brésil, ça m'a attirée toujours à ça. Et aussi, en Suisse, c'était plus facile de faire les ongles des copines ou bien faire le maquillage permanent aussi. Oui. J'avais les machines, tout. Et je suis tombée dans le bien-être. Et c'était vraiment la remise en forme, ce qui me tenait à cœur. Rien à voir avec la dermopigmentation. J'ai pu créer avec ma sœur une société en Suisse qui marchait très bien pour la remise en forme. Mais c'est facile, tu es avec les femmes, tu es avec cet univers qui est toujours féminin, qui est toujours à la recherche de la beauté. Mm-hmm. Et là, quand j'ai su que c'était des jumeaux, j'ai voulu moins faire des efforts physiques pour le bien-être. C'est là que j'ai vraiment voulu retourner à dermopigmentation, au maquillage permanent. Donc en fait, c'est ça la clé, le déclic qui t'a ramené vers la dermopigmentation, c'est cette grossesse qui avançait et le fait que tu voulais trouver une activité qui était alignée avec toi, mais aussi avec ton nouveau mode de vie qui allait arriver par la suite. Oui, et en plus, pour moi, je disais, c'était plus facile. On avait un beau local au centre-ville de Lausanne. Je dis, je peux m'installer tranquillement ici. Je suis repartie pour faire des formations au Portugal parce qu'aujourd'hui, c'est complètement différent pour le maquillage permanent, pour la dermopigmentation, pour tous ces soins. Et j'ai voulu être vraiment spécialisée dans des choses plus précises comme traitement de cicatrices, de vergetures, la trichopigmentation aussi. Et là, ça fait 6 ans que j'ai vraiment retourné au maquillage permanent et je n'ai plus sorti. Heureusement, je suis très contente. Et comment tu as fait justement pour développer ton expertise, pour te positionner? Tu parles souvent de positionnement. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'était cette expérience de bien-être qui, avec la société, avec ma sœur, c'était moi qui faisais la partie de communication, de comment rechercher les clients. Alors, c'est là que c'était l'explosion Facebook, tous les réseaux sociaux à cette époque-là. Et je suis
très, très, très curieuse pour ça. J'adore la communication, j'adore la publicité aussi. Et j'ai commencé à chercher beaucoup ça. On avait un grand réseau, je savais faire la publicité, je savais tout ça. Et puis, voilà, je savais me mettre en avance. Tu avais déjà cette confiance en toi. Tu n'étais pas dans une phase un peu d'hésitation, de comment je vais me positionner. Tu étais déjà à l'aise avec ton expertise, ce que tu savais faire. En fait, ce qui m'a appris cette époque de la recherche des clientes pour le bien-être, c'était si on se positionne, si on va créer, c'est pas un personnage, mais si on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire, il faut faire confiance et ne pas avoir peur. Et moi, j'étais sûre que ça allait marcher. J'avais pas de grands rêves parce que déjà, voilà, c'était passé par la grossesse, tout ça. J'ai eu tout le déménagement en France. Oui, tu as vécu quand même des grandes étapes. Des grandes étapes de choix et pandémie. Et la pandémie, c'est là que j'ai pris la décision vraiment de vivre de ça et de vivre de ça en France. C'est là que j'ai dû faire une pause avec cet amour que j'ai pour la Suisse. Et j'ai décidé de rester en France, mais il fallait vraiment de commencer de zéro. Parce que toute ma vie de travail, j'habite en France, mais tous mes réseaux, toutes mes choses, c'était en Suisse. Et là, quand j'ai décidé de rester en France, parce que j'avais 2 bébés, j'ai dû prendre une décision, mais d'une stratégie aussi. Je ne voulais pas faire les choses à la légère. Et pour ça, je pense que la foi, de connaître Dieu, et un Dieu qui est excellent, un Dieu qui est parfait. Et moi, je n'ai jamais voulu faire les choses à la moitié. Soit je le fais bien, soit je ne le fais pas. Et quand je dis je dois faire en France, mais il faut que ça marche. J'ai mis des objectifs. C'était pas des grandes choses. C'était pas je veux être à la conquête de la France, mais je voulais partir au Brésil une fois par année. C'était bien pour moi. Et avec cette stratégie, j'ai dit si je prends un local, j'ai fait mon réseau et j'ai atteint mes objectifs, je peux rester avec mes enfants. Ils étaient petits. Et là, j'ai aussi encore ouvert pour savoir quand Dieu il ouvre une porte ou quand il ferme. Parce que c'était ma prière quand j'avais immigré, quand j'avais 19 ans. C'est que le Seigneur me laisse cette sensibilité quand il ouvre une porte, de ne pas dire non, de ne pas avoir peur. Et j'étais dans le petit village. J'avais un petit local avec la manicure de village. J'habite à Bolvillers. Et j'étais là, tranquille. J'avais mes 4-5 clients par semaine. Ça m'allait. Donc, tu as commencé en village, oui, c'est ça? J'ai commencé en village. J'ai encore dit à ma sœur, j'ai dit, si j'ai 1 000 € par mois, ça me va. Ça me permet d'aller au Brésil. Je peux rester tranquille. Tu ne te casses pas la tête pour des choses, pour des grandes entreprises. En plus, mon mari, qui travaille aussi en Suisse, il ne savait rien de comment ce monde de l'entrepreneuriat en France. Hein. Oui. Il ne pouvait pas m'aider. Il disait juste que c'était risqué de faire en France parce qu'il voilà, y a toute la problématique en France. Mais pour moi, ça m'allait. J'étais tranquille et j'étais épanouie. Mais en faisant un bon travail. Moi, ça fait avec la qualité de rendre un bon moment avec les clients. Je me suis positionnée, c'est ça ce que tu as dit. Je savais comment trouver mes premiers clients, comment le faire. J'avais une stratégie, je suis foncée pour trouver ces clients-là. Et pour faire un bon travail et pour me montrer comme aussi une excellence, et c'est là que j'ai eu l'invitation de rejoindre l'équipe de la Maison Laitier à Mulhouse, que je ne connaissais pas. Et c'était un moment que je devais partir au Brésil. Je n'étais pas à la recherche vraiment de quelque chose de plus grand. Quand j'ai eu cette invitation, j'étais quand même allée voir et j'ai senti. Je suis rentrée dans ce local à Mulhouse et ça m'a fait du bien et ça m'a donné envie de passer cette étape. Et j'ai senti la paix aussi de la part de Dieu. Et c'est là vraiment que tout a changé dans mon activité parce que c'était vraiment... C'est un local très bien, c'est avec un public et des clients qui sont des clients beaucoup plus premium. C'était pas, voilà, je suis passée de petits cabinets de village à quelque chose au centre-ville plus grand, plus luxueux aussi.
Et j'ai pu aussi gagner des prix en France. J'étais troisième en dermopigmentation, en microblading dans des championnats français et européens. Et là, j'ai compris que Dieu voulait quelque chose de plus sérieux parce que les choses avaient pris une vitesse que je n'avais pas compté au début. Et là, c'est quand je me suis passée en société, c'est là que j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose à faire ici et je veux faire. J'ai compris que la culture française, j'avais besoin de ça aussi pour m'améliorer, mais aussi de ramener mon petit soleil du Brésil à ces femmes à Mulhouse, et c'est ça ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ce qui est vraiment très fort et très intéressant dans ce que tu dis, c'est quand on retrace finalement ton parcours, parce que tu as commencé du coup de zéro dans un village. Tu as pas laissé cette peur atteindre ou altérer en fait tes projets et ta vision à ce moment-là, et tu t'es laissé aussi guider par une conviction intérieure que tu avais, et finalement étape après étape tu as été emmené à te retrouver à Mulhouse, à la maison Lecce, c'est ça. Et pour revenir un petit peu là-dessus, parce que ça a été une très belle opportunité finalement, qui t'a emmené vers plusieurs étapes. Et comment elles t'ont aperçu, comment cette opportunité elle s'est faite? Alors, c'était sur les réseaux. J'ai toujours mis mon travail, la qualité de travail, beaucoup en avance. Mais voilà, mes réseaux sociaux étaient déjà jolis. Je prenais vraiment soin de communiquer bien le travail, de cette recherche et tout. C'est pour ça qu'elle est tombée sur mon réseau, parce qu'elle cherchait quelqu'un qui faisait du maquillage permanent. Julie, qui c'est la propriétaire de la maison Lecce. Et elle est tombée sur mon travail, et c'est là qu'elle m'a contactée. Et ce que j'ai dit, parce que je travaille, j'ai un mentorat pour des femmes qui font le business beauté, surtout dans la micropigmentation. Et ce que j'ai dit, c'est il y a des opportunités qui vont venir dans la vie naturellement, mais il y a des opportunités qu'on doit créer. Mais pour toutes les deux, il faut qu'on soit prête. Et ça, j'avais entendu ça. Je ne sais, je suis incapable de dire qui, mais c'était une femme qui a raconté cette expérience qu'elle avait. Elle est allée dans un congrès de micropigmentation, juste pour comme élève. Elle était là, dans cette masterclass. Et la professeure qui devait donner le masterclass, elle a eu un problème avec son vol. Elle n'a pas pu arriver. Et l'organisatrice de l'événement la connaissait. Elle a dit, écoute, tu fais un travail très bien. Est-ce que tu peux monter sur scène? Tu dis, il faut que tu sois prête et pour montrer ce travail. Et la qualité du travail, je savais qu'elle était là. Alors, j'ai pas eu peur de franchir l'étape. Est-ce que tu penses que tu t'es préparée inconsciemment, ou est-ce que tu t'es toujours dit, je dois me préparer, même si les opportunités sont pas encore arrivées, mais je suis certaine qu'elles arriveront? Je pense que c'était un projet de Dieu pour moi, parce que je n'étais pas à la recherche de la place. Je pense qu'il n'y avait pas de pression aussi pour ça, parce que comme je ne cherchais pas, alors c'était tranquille. Mais comme je voulais offrir à mes clientes vraiment un travail... Tu avais cette vision de l'excellence. C'était déjà une recherche pour moi et pour la personne. Parce qu'une fois, j'étais pressée. En plus, j'étais enceinte. Je faisais des sourcils. Ils étaient médiocres. Parce que cette époque, pour moi, c'était juste pour combler l'espace que j'allais retourner à la Zumba, que j'allais retourner à l'activité physique. Et je faisais ces sourcils-là, comme les autres. Pour moi, c'était un de plus. Et la personne, elle était stressée, elle était toute nerveuse, cette femme-là. Mais pour moi, je pouvais parler aux gens tranquille. Et ces moments-là, il y a l'Esprit Saint qui m'a attiré un peu les oreilles. Il a dit, tu dois faire les choses bien, parce que pour toi, c'est juste un souci de plus. Mais pour elle, c'est le seul qu'elle a. Alors, pour chaque personne, tu donnes ton meilleur et tu dois faire comme si tu le faisais pour moi. Et c'est vrai que ces moments-là, avec cette remarque, que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé à ce moment-là, j'étais encore en Suisse, j'ai vraiment pris la décision de faire chaque sourcil, chaque maquillage permanent, comme si je faisais vraiment comme si Jésus était à côté de moi en train de voir mon travail. Et qui, comme un enfant veut présenter un travail à son papa. Et aujourd'hui, chaque personne, si je suis en retard, je dois prendre mon temps. Chaque personne, pour moi, elle est vraiment unique. Alors, cette recherche d'excellence,
Je pense que c'était la fidélité pour les petites choses. Et comme j'étais vraiment pointilleuse sur ça, sur mon travail, sur chaque personne, quand les opportunités sont venues, j'étais prête. Parce que pour moi, la cliente finale, c'était vraiment déjà la bonne opportunité que j'ai toujours cherchée. C'était respect vraiment de la peau, respect vraiment de la cliente. Ça me fait vraiment rebondir sur le fait que finalement, la dermopigmentation, c'est pas juste, entre guillemets, un acte d'embellissement, mais chez la cliente, c'est bien plus profond que ça, parce que ça reflète, le visage finalement, ça reflète quand même quelque chose d'assez intime. Oui. C'est la première chose qu'on voit, ça détermine quand même presque l'identité à première vue de quelqu'un. Est-ce que toi, tu as aussi remarqué souvent que c'était beaucoup plus profond que ça et que ça pouvait même changer leur perception qu'elles ont d'elles-mêmes? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu... Oui, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Surtout aussi comme j'ai fait aussi la réparatrice. C'est beaucoup plus intime et aussi, c'est comme si je suis vraiment la cerise sous le gâteau. Quand j'ai voulu faire la dermopigmentation réparatrice, la première fois que j'ai reconstruit une aréole mammaire, que tu rendes ça à une femme, que tu vois que des larmes, pour elle, pour moi aussi, c'est vraiment tout ça. Alors après ça, tu comprends que c'est intime, comme tu as dit. C'est la personne, elle m'a donné son visage, quoi. Puis c'est une partie de son vécu. Oui. C'est une expérience qu'elle a vécue qui est marquante et qui a déterminé pas mal de choses. Oui. Donc c'est un moment très fort, que tu dois échanger avec ta cliente. Et j'ai même envie de dire, il y a une notion de relation de confiance. Finalement, que tu instaures avec tes clients, puisqu'elles te confient leur visage. Et on sait que les sourcils, les lèvres, le regard, c'est toute notre expression. Donc, il y a quand même une notion de confiance qui est extrêmement forte. Oui, et aussi, j'essaie d'être très sensible à savoir pourquoi elles veulent faire ça, si c'est après un changement, une étape ou quelque chose qu'elles ont traversé aussi. Beaucoup, par exemple, une alopécie, une maladie, un herpès sévère qui a laissé une cicatrice sous les lèvres. Alors, cette sensibilité de savoir que c'est pas qu'esthétique. Et même quand c'est qu'esthétique, parce que voilà, il y a des femmes qui viennent vraiment que pour se sentir belles, mais il y a toujours un pourquoi derrière, il y a toujours quelque chose. On dit toujours, c'est comme un divin chez le psy, quoi. T'es là pendant 2 heures avec une personne. C'est une grande opportunité aussi d'être avec ces femmes dans ces moments-là. Et d'y passer, d'y donner, d'essayer d'être le meilleur de toi-même pour qu'elles comprennent qu'elles sont en sécurité. Et ce qu'elle m'a donné comme cadeau, je veux donner quelque chose au retour, quoi. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné pour ceux qui nous écoutent, mais tu es non seulement experte en dermopigmentation, mais tu es aussi jury dans les grands événements et championnats internationaux. Tu es mentor, tu accompagnes du coup les femmes dans leur entrepreneuriat, dans le développement, dans leur visibilité. Et du coup, je voulais juste reprendre un post pour que tu puisses mémoriser, pour que tu puisses ensuite développer un peu plus, que j'ai trouvé très intéressant. Alors, tu dis, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu crois qui te positionne. Donc, il y a déjà cette phrase. Et ensuite, tu parles aussi de la visibilité. Être une excellente technicienne ne suffit pas. Tu dois apprendre à te rendre visible avec stratégie. Je ne t'enseigne pas une théorie, je t'invite à marcher avec moi parce que la visibilité, ce n'est pas une destination, c'est un choix quotidien. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce regard que toi, tu portes sur le positionnement, la visibilité? Alors, c'était tout ce que j'ai appris à faire dans les business que j'ai conduits jusqu'à aujourd'hui. C'est que si tu n'es pas visible, c'est impossible de choisir. Avant, dans les centres commerciaux, en Amérique et au Brésil aussi, tu as des grands centres commerciaux, des grandes vitrines, que les gens mettent le paquet sur ces vitrines. Et aujourd'hui, on a moins ça. Et surtout que notre activité
pour toi aussi, tu le sais. On est beaucoup plus intime, on a de moins en moins des vitrines, on est sur rendez-vous, on est sous des applicatifs. Oui, exact. Alors, il faut se faire connaître. Et pour moi, c'est la plus grande vitrine qu'il y a aujourd'hui sont les réseaux sociaux. Et c'est une opportunité parce que tu vas montrer ce que tu as envie de montrer avec perfection. J'ai dit les choses pour moi, c'était arrivé, je sais que c'était la main de Dieu qui a guidé. Et beaucoup de choses, j'étais là, prête pour le faire. Et aussi calculer et stratégiquement comment je vais le faire. Comment arriver à ses fins, comment être la meilleure. Déjà, tu vas chercher des formations, bien sûr, mais tu vas chercher d'être avec les meilleurs. Et pour ça, tu vas attirer le regard. C'est en regardant Seigneur des Anneaux que j'ai appris ça. Alors, c'est très intéressant quand tu dis d'être avec les meilleurs. Toi, comment tu t'y es prise concrètement pour vraiment t'assurer de rechercher les meilleurs et de te rapprocher d'eux? Parce que parfois, on peut avoir l'impression que c'est très loin et que c'est pas vraiment atteignable. Est-ce que tu as une façon particulière de t'y prendre ou... Alors, j'ai eu de la chance, de nouveau avec ma maman, qui elle faisait pareil. On avait déménagé à très loin de sa ville natale, où elle connaissait tout le monde. Elle aussi, elle est tombée dans un village sans avoir personne dans son réseau. Et en tout cas, vous n'avez pas eu peur de faire des changements radicaux. Bah là, l'immigration, ça aide à ça. Oui, à 19 ans, quand tu décides d'immigrer, il y a déjà, tu sais que tu n'as pas des racines très profondes, que tu peux y aller où tu sens que c'est le meilleur. Et comme quoi, ça nous ouvre des portes insoupçonnées finalement. Oui, on est plus souple aussi à ces changements. Et si tu veux chercher à te positionner, c'est ça, quand je parle à les filles dans le mentorat, c'est dit, il faut avoir un but. Et si tu veux, par exemple, avoir des clients qui ne vont pas réclamer de ton prix, qui ne vont pas arriver en retard, alors tu sais où ils sont, mais comment tu arrives là-bas? C'est comme un GPS. J'ai mis le GPS aujourd'hui, je t'ai perdu pour arriver ici. Mais quand tu mets le GPS, tu sais bien où tu veux y aller. Comme j'ai parlé au début, je voulais ces 1 000 € pour pouvoir voyager avec mes enfants. Une fois que tu touches, il faut te mettre des objectifs et des objectifs qui vont nous challenger. Alors, mets-toi un défi, chercher à écouter des gens qui ont déjà parcouru le chemin avant nous. Et là, j'ai vu qu'en France, il y avait cette opportunité parce que c'est un pays multiculturel. Alors, je savais qu'au lieu de penser que le fait d'être brésilienne, qu'avoir l'accent, ça pouvait être un défaut, moi, non, bien au contraire, ça fait tout ton charme. Alors, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, bah là, je veux mettre le paquet sur ça. Je veux faire de ça même ma publicité. Je veux jouer sur le fait d'avoir l'expérience, même si j'ai dû tout réapprendre il y a 6 ans. Et alors, j'ai commencé à exposer les choses, à mettre en place. Il faut, c'est comme un jeu. C'est vraiment comme un jeu d'échecs. En plus, c'est vraiment le symbole de tout mon mentorat. C'est de mettre les pièces où il faut pour pouvoir être prête pour l'échec et mat. Sinon, on va pas gagner, on va rester. L'entrepreneuriat, c'est pas comme en CLT. C'est pas vraiment comme tu as un travail, un CDI ou quelque chose que tu vas à 8 heures du matin et tu sors à 4 heures de l'après-midi. Donc, il faut donner un peu plus. Il faut étudier le marché. Il faut chercher, mais vraiment chercher quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, quelqu'un qui va aider. Mon activité, elle a beaucoup changé en 2-3 ans parce que je me suis fait aider. Je suis allée chercher un coach, chercher des mentors qui avaient un peu plus d'expérience, qui pouvaient m'apporter aussi un chemin. Même un petit détail de photographie, un petit détail pour une vidéo. Je ne me suis pas privée de mon image. C'est pour ça que j'ai dit de mon accent. Je pouvais avoir peur de tourner une vidéo. Des fois, même quand il est déjà posté, mon mari dit, écoute, tu as parlé, tu as combien de fautes là? Je dis, écoute, là, j'ai plus rien. Mais je trouve que ça donne ces petits grains. Exact. Et cette recherche, vraiment d'être bien, d'être meilleur chaque jour. Parce qu'on a un Dieu qui peut nous ramener à cette perfection et c'est ça que je cherche. Même si je sais que c'est pas possible d'être parfait, mais il faut qu'on rende notre meilleur. C'est ça.
Oui, parce que tu disais que le fait d'avoir un positionnement juste, on allait attirer les bonnes clientes. Oui. Parce que tu parlais justement du respect de ton travail, de tes horaires, tu parlais du prix, justement que tu n'avais pas peur de fixer ton prix, que ça soit un prix juste. Tu as pas eu peur finalement de dire non à une cliente ou peur peut-être de te dire j'aurais peut-être moins de clients. Parce qu'au contraire, ton but, c'est pas d'attirer le nombre de clients, mais la qualité. Oui. Si on peut prendre l'exemple des grandes marques ou des choses de luxe, elles vont pas se justifier, elles vont pas mettre même pas des panneaux. C'est les soldes. Sous les grandes marques, on sait qu'il y a rien de tout. Parce qu'ils savent le chemin qu'ils ont parcouru, la valeur qu'ils ont, et tu restes fixé sur tes bases. Et surtout, la valeur de ton travail. Oui. Elles ont confiance. Ouais. J'ai même vu une fois qu'une cliente a fait 300 kilomètres pour venir faire ses sourcils chez toi. Si on prend le positionnement, les clientes, elles ne veulent pas simplement savoir que tu es la meilleure, que tu as cette assurance, que tu vas leur rendre la meilleure prestation. C'est parce que je communique de cette façon. Donc, vraiment là, j'ai mes 2 enfants, on parlait de garçon et de fille. Il faut que, pour le garçon, je dois essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Pour ma fille, c'est très facile, elle va verbaliser. Alors, pour mes clientes, c'est beaucoup plus facile d'une personne qui cherche un travail qui est bien fait, qu'elle est prête à payer le prix. Et justement, les femmes qui vont être plus aisées ou qui ont plus le moyen d'y payer plus cher, elles n'ont pas trop le temps de regarder 10 photos, d'aller scroller sur Instagram. Alors, si automatiquement ma communication parle déjà que je suis la bonne, elle va me croire parce que toute ma communication, je suis comme ma fille, je veux verbaliser, je veux communiquer. Et si on se positionne comme ça, je pense que c'est comme ça que tu m'as connue aussi. Tu n'as pas dû chercher beaucoup parce que j'étais en train déjà de montrer mon travail, de parler de ma foi. Alors tout de suite, tu as su que j'étais chrétienne parce que tout est clair. Alors il n'y a pas trop le temps de chercher 10 fois. Je suis même là que ChatGPT est en train de m'indiquer aussi. Je pense que je répète tellement que ce que je fais, que les sourcils sont naturels, que toutes ces choses. Et si on peut retourner à les stratégies, pour moi, qui faisait déjà une palette énorme de choses, j'ai eu les stratégies vraiment de me concentrer à une chose bien faite et d'être connue pour ça. Je dis, il faut que les gens me connaissent sous cette prestation-là. Il faut que je sois la meilleure. C'est là que j'ai cherché les prix. Et vous voyez, une question de positionnement, j'étais pas la meilleure. J'étais pas le premier prix. Je n'ai pas gagné le concours en France. Je n'ai pas gagné le concours en Europe. J'étais en 2e, en 3e. Mais ma communication, c'était je suis entre les meilleurs. Mais je suis la meilleure de Mulhouse parce que la première place, elle n'était pas ici. Et ma communication, elle va tourner autour de ça. Et ce n'est pas un mensonge, c'est une construction qui est vraie, mais que je vais jouer avec les bons mots, avec les bonnes images et le bon moment. Alors c'est vrai que ce qui a aussi beaucoup résonné en moi, c'est ta foi et la façon dont tu l'associais, en fait, la façon dont tu l'exprimais. Je trouvais que c'était très fort, très équilibré. Et justement, j'avais envie de te demander, est-ce que selon toi, la foi, c'est une force dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Oui, pour moi, elle est nécessaire. Déjà, je pense qu'on doit être très souple. Et pour moi, entreprendre, c'est être avec les gens. Parce que si tu es dans un bureau, tu vas avoir des employés qui sont des êtres humains, tes clientes aussi. Alors, c'est une question de communication. Et avec les challenges, avec les difficultés et même avec les victoires, je pense que si on croit à rien, s'il n'y a pas une foi, s'il n'y a pas une force, s'il n'y a pas quelque chose qui va te motiver, surtout dans les mauvais moments, je ne sais pas comment elles font, les entrepreneuses qui n'ont pas la foi. Parce que ça m'a aidé énorme. Parce que mon affaire, j'ai parlé de mon activité en Suisse, j'ai fait faillite, et moi et ma sœur. C'était une zone d'expulsion de la part de Dieu, je sais aujourd'hui, mais c'est une chose, tu prends un claque en fait. Et là, j'aurais pu dire, écoute, je veux faire comme tous les Brésiliennes, je veux prendre un travail fixe, je peux aller chez Sephora, y aller vendre du parfum et vendre du maquillage.
parce que j'avais fait faillite de quelque chose qui était très grandiose. Après, j'ai vu que c'était la main des dieux, c'était le temps aussi. Alors, c'est très riche que tu parles de ça parce que souvent, on peut avoir cette impression que ce sont des parcours d'excellence avec aucune zone d'ombre. Et justement, j'aimerais reprendre un post que tu avais partagé. J'avais trouvé ça très fort. C'était en septembre 2025. Tu disais « Tu vois mes victoires aujourd'hui, mais il y a quelques années, j'étais au plus bas. Nouveau pays, nouvelle vie, aucun réseau et une sensation étrange, celle d'avoir tout construit pour tout recommencer. Mais dans ce silence, j'ai entendu plus fort ce qui comptait vraiment, mes valeurs, ma foi et mon désir de laisser une empreinte. Ces 3 leçons, je ne les ai pas lues, je les ai vécues. Dans la douleur, mais aussi dans la grâce. Et si toi aussi tu traverses une tempête, retiens ceci, ce n'est peut-être pas la fin, c'est peut-être le début de ta vraie transformation. » C'est extrêmement fort. Est-ce que tu peux poursuivre du coup sur... Ouais, tu es en train de lire, je suis en train de voir toutes les images de ce parcours-là. C'est vrai que c'était un des moments les plus difficiles en tant que femme. Hein. Pour moi, je suis la 3e de la fratrie, je suis la plus petite. Les gens qui sont les derniers, ils savent, on doit marquer notre place. Et moi, je suis une compétitrice. J'ai ça dans l'âme. J'ai toujours voulu gagner, j'ai voulu toujours être entre les premières. Je pense qu'il pourrait marquer ma place avec mon frère et ma sœur. Pour moi, quand il y a eu cet épisode de la faillite, il n'y a pas eu d'explication. L'affaire, il était géré de la même façon. Mais les 3 femmes qui géraient l'affaire, elles sont tous tombées enceintes en même temps. Il s'était passé, on a dû mettre la clé à porte. Hein, et cette décision, quand c'est arrivé, j'étais hospitalisée. Il y a 300 kilomètres, ma sœur a dû tout faire ça, déménager, fermer les locaux, voilà, fini une histoire de presque 5 ans. Et moi, hospitalisée, tu dis, tu n'as pas de force, tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Et là, j'ai pensé vraiment que tout cette chemin d'entreprendre en Europe, pour moi, c'était une fierté d'annoncer ça au Brésil, que j'étais entre les meilleurs en Europe, qu'on avait un club au centre-ville à Lausanne. Et de prendre cette décision avec ma sœur, c'était très dur. Mais c'était nécessaire parce que j'étais hospitalisée. C'était la vie de mes enfants qui était en risque. Et là, c'est passé. Le Seigneur en a fait grâce. J'ai eu mes bébés. Tout de suite après, ça a commencé la pandémie. Alors, j'ai tout de suite compris que c'était la grâce du Seigneur de fermer ses portes avant la pandémie. Pour les gens qui savent, la Suisse n'a pas été arrêtée comme la France. Alors là-bas, on a dû tout payer, tout avoir. Et ça, la faillite nous a privés de ça. Et c'était bien. Et je me suis remis en question. Je me suis découverte une femme en foyer, chose que je n'ai jamais été. Depuis l'âge de 14 ans, je travaille. Incroyable. Et moi, j'ai appris à repasser. J'ai trouvé ça merveilleux de faire des gâteaux, de tout ça. Mais il y avait quelque chose en moi qui parlait beaucoup plus fort. Qui t'appelait. Et c'était un temps de beaucoup de méditation, beaucoup d'apprentissage. C'était toutes les formations en ligne, c'était merveilleux. Alors, je suis tombée sur des coachs chrétiens au Brésil. C'est des gens qui travaillent vraiment cet aspect de qui es-tu et quelle est ta mission. Et en recherchant vraiment ma mission à cette période de pandémie, j'ai vu que chaque fois que je faisais un test ou quelque chose, ça tombait chaque fois, mais tu aides beaucoup les gens. Pour moi, c'était pas vraiment la chose que j'aimais plus parce que pour moi, c'était la beauté ou bien le bien-être. Mais ça montrait chaque fois que j'étais vraiment ça comme don. J'aimais bien faire les choses avec les autres. Ça t'a fait découvrir une nouvelle facette. Oui, et c'est là que tout cet apprentissage en ligne. Et quand j'ai repris l'activité en France, j'ai voulu accompagner aussi déjà des autres femmes d'apprendre la technique. Et j'ai vu que quand j'ai enseigné la technique, j'ai enseigné beaucoup plus de choses. Parce que j'ai voulu montrer les gens comment faire, comment ouvrir un cabinet, comment faire bien les choses, comment se positionner. Et j'ai vu que cet aspect de stratégie, de prendre une activité, partir de zéro, parce que moi, c'était la faillite, c'était un autre pays. Mon réseau était zéro. J'avais plus de 40 ans. Et j'ai dit, il faut que ça marche. Il faut accélérer. Et j'ai
mis toute une stratégie d'accélération. C'est pour ça que le mentorat, il est vraiment basé sur ça. Accélérer, accentuer tes valeurs et croire au fond, même s'il y a des tempêtes qui vont venir, elles vont juste mettre les choses en place après. Et est-ce que tu as hésité un peu au départ à justement partager ta foi dans tes contenus professionnels, ou c'est venu assez naturellement? Comment tu as fait pour trouver cet équilibre? Est-ce que tu as eu peur aussi du retour des gens, des clients, ou c'est pas du tout quelque chose qui t'a inquiété? Alors, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas faire. Déjà, je ne connaissais pas trop la culture française. Quand j'étais en Suisse, j'ai travaillé avec beaucoup de Latinos et de Portugaises. Alors, j'étais aussi pas vraiment baignée dans la culture suisse. Et en venant en France, j'entendais chaque fois les gens parler de laïcité, tous ces respects. Alors, je voulais pas trop parler de ça. Je voulais pas trop afficher. Pour les plus intimes, tout le monde, bien sûr, ils voyaient, parce que des fois, je mettais que j'étais à l'église. Mais c'était vraiment pas beaucoup. Discret. Je voulais vraiment pas mélanger. Pour moi, c'était une autre chose. Et c'était une zone de confort aussi pour moi. Parce que comme j'avais encore mon réseau brésilien, encore un profil Instagram où j'ai partagé mes choses en portugais, je parlais ma langue. Là, c'était ouvert à 100%. Alors, mon besoin de parler de Jésus, j'ai comblé avec mes amis brésiliens. Et mon affaire en France, c'était que professionnel. Je pensais pas qu'il fallait mélanger. Jusqu'à après, je crois, 1 an et demi d'activité. Ma fille, oui, parce que ma fille, elle avait 2 ans. Et on a eu un épisode qui était tragique, mais miraculeux, qui m'a fait remettre toutes ces choses en question. Et c'est là que j'ai pris la décision de d'abord parler de ma foi, après parler de mon travail. Comme tu as vécu une expérience très forte, tu as senti aussi ce besoin et c'est venu naturellement finalement. Et puis l'inspiration aussi divine quelque part. Exactement. Qui t'a permis d'équilibrer tout ça. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu as vécu? Oui, parce que c'était vraiment... C'est là que tout a changé à niveau positionnement professionnel, ça a été un tournant finalement, autant spirituellement que professionnellement. Que c'est ça finalement qui a déterminé ensuite ton positionnement. Ta façon de voir a complètement changé à partir de ce moment-là. J'étais au travail, on faisait encore des choses. J'accompagnais déjà des femmes en activité. Et ma fille, elle est tombée gravement malade. Elle a été diagnostiquée avec méningite. Et je passe un week-end... Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 2 ans et demi. Et 3 ans, oui. C'était très grave. Jusqu'au moment où les médecins ont rentré dans la chambre pour dire qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Wow. Et qu'ils devaient même chercher s'il y avait de l'activité cérébrale pour détecter peut-être une mort cérébrale. Et dans cette chambre à l'hôpital, tout ce que je voulais, c'était 1 heure de plus. Et là, j'ai vu que j'avais une jolie foi théorique. C'était un respect énorme pour le Seigneur. J'avais une crainte tellement de l'Éternel que j'avais même peur de prier pour demander quelque chose, parce que j'ai dit, si c'est ta volonté, fais-moi comprendre. Jusqu'au matin, quand le médecin on dit ça, et je me rappelle que je l'ai regardée, elle répondait pas, elle était au coma. J'ai prié à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à vivre le deuil. Je ne sais pas le faire. Il faut que je parle. Des gens savent que je crois à toi, et les gens, je ne sais pas comment je veux communiquer ça. Mais si le Seigneur veut la garder, et c'est une princesse, hein? Elle adore s'habiller en princesse, tout. Et elle avait une robe de princesse blanche. Je dis, je la mettrai avec sa robe préférée. Mais aide-moi apprendre-moi à vivre en deuil, parce que je ne sais pas le faire. Inconcevable pour une maman de... Voilà, exactement, parce que c'était la belle théorie, ce que j'avais peur. C'était déjà une grossesse miraculée. Alors pour moi, j'étais dit, je ne peux même plus demander une autre chose. Et à ce moment-là, j'ai eu un appel d'une collègue brésilienne
une pasteur. Et elle m'a dit, écoute, Dani, est-ce que tu as prié comme une maman? Parce que jusqu'à là, t'as la théorie, t'as tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas dit à Jésus vraiment ce que tu veux. Alors arrête ce téléphone et prie comme une maman. Et c'était ce moment-là que j'ai fermé la porte de cette chambre. Donc là, tu as vraiment vécu un cœur à cœur avec Dieu. Voilà. Et ça a changé. Ça a tout changé parce que j'ai prié ce moment-là comme une maman, avec toutes les larmes de mon corps, bien sûr. Et ma fille, elle était touchée exactement à ce moment-là. C'était par miracle, vraiment, parce que j'ai commencé à prier pour elle. Je pleurais, j'étais vraiment sur elle ce moment-là, dans le lit. Et il y a l'histoire de la jeune fille que Jésus, qu'il a guérie, qu'il a ressuscitée, en fait. Ça m'a passé dans la tête et j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris j'ai pris ses mains et j'ai parlé en haute voix, Talitha Koum, 3 fois. Et à la 3e fois, ma fille, elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardée et elle dit, maman, j'ai faim. Là, magnifique. Pour moi, c'était, je savais que le Seigneur l'avait touchée ce moment-là. J'ai pleuré. Et après, elle a de nouveau fermé les yeux. Elle est de nouveau allée dans son petit voyage. Il n'y avait plus rien qui répondait. Mais moi, je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. Et j'étais dans mon cœur contente. On a dû la ramener à faire tous les tests pour savoir s'il y avait de l'activité cérébrale. Mais dans mon cœur, je savais. Et là, ils ont vu qu'il y avait de l'activité cérébrale, qu'il fallait attendre. Mais ils voulaient déjà la transférer à Strasbourg ou à Paris. Et c'est là que cette nuit-là, j'ai dit, Seigneur, le Seigneur a touché cet après-midi. S'il te plaît, fais-lui encore. Rende-lui les connaissances, tout ce qu'il faut. Et le matin, ma fille, elle était debout. Elle parlait, elle mangeait. Merveilleux. Même les médecins, on dirait Dr House. Oui. Dans cette salle, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, ils discutaient entre eux. Oui. Et moi, j'étais là toute fière. Ils ont dit, mais madame, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Moi, j'étais là, mais vous avez dit que la médecine n'avait rien fait pour ma fille. Et moi, c'est là que j'ai commencé à verbaliser. Et ton mari, comment il a vécu ce moment-là? Alors, c'était tout au début de son chemin avec Dieu aussi. Donc, ça c'est venu renforcer quelque part. Oui. Et là, c'est pour ça que j'ai raconté cette expérience et pourquoi ça a changé exactement la façon de faire. Première, parce que j'ai passé 21 jours à l'hôpital avec elle. Alors, toutes les clientes ont dû attendre, toutes les choses. Et j'ai vu que le monde, il continue à tourner même quand on est mal. Et comme j'ai demandé dans cet hôpital 1 heure de plus, 1 jour de plus, j'ai vu que le temps, c'est la plus belle chose que Dieu nous a donnée, que c'est la chose la plus précieuse avec nos enfants. Avant, je travaillais comme une dingue. Et à partir de ce moment, j'ai dit stop. J'ai le mercredi avec mes enfants, j'ai le week-end avec les enfants. Il y a des moments pour travailler. Il y a des moments que j'ai pas envie de laisser passer parce que chaque heure, elle compte. Elle est précieuse. C'était la première décision, c'était vraiment de poser les horaires, de faire comme il faut, comme une maman de jumeaux. Et la deuxième, j'ai vu que j'avais besoin et j'ai compris que ce moment-là, Dieu m'avait... c'était aussi une copine qui m'appelait, elle a dit, tu te rends compte que tu as vécu une expérience, un miracle avec le Seigneur. Tu peux pas le garder pour toi. Et qu'en tant que chrétienne, on n'est pas tous censés avoir des miracles. Et tu as eu ça comme un cadeau. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Et j'ai dit, voilà. Et aussi, j'avais ce besoin de parler. Et tous mes clientes qui ont dû attendre, tous les gens, parce que déjà, j'ai senti cette expérience à l'hôpital, je la partageais avec le monde entier. Alors, j'ai eu des appels des gens qui étaient au Japon, au Brésil, aux États-Unis, qui priaient pour ma fille, des vieilles pièces. J'étais vraiment entourée d'amour. Portée. Qui des fois, j'entends beaucoup de gens qui disent sur Internet, « Ah, tu as tes victoires, tu gardes pour toi, il faut pas que les gens sachent parce que les gens veulent ton malheur. » Pour moi, c'était le contraire. J'avais pris la décision de partager. Et j'ai eu que de l'amour en retour. Et ça, quand j'ai retourné à mon cabinet, j'ai dit, « Seigneur, je parlerai de tout ce que tu as fait. Je ne veux plus jamais mettre de barrières. » Et au contraire, ça n'a pas du tout été un frein. Non, en fait, c'est ça. Et j'étais surprise par des gens qui, déjà, cette époque, qui voulaient savoir l'histoire.
Et après, même le Seigneur a donné tellement de clés et d'opportunités que j'ai des clientes qui viennent et qui disent des fois, est-ce que je peux rester 10-15 minutes pour discuter un peu avec toi? Ou ils m'envoient un message pour demander un conseil, pour prier pour eux aussi. Et comme c'était vraiment la colonne vertébrale de mon affaire, c'était toujours basé sur la foi, sur ne pas avoir peur, sur les valeurs, les bonnes valeurs. Et ça, je transmets dans mon mentorat, ça fait partie, même si c'est pas forcément pour des femmes chrétiennes, c'est pas du tout pour des femmes chrétiennes en fait, c'est pour des femmes d'affaires, mais qui, pour moi, les valeurs éternelles, ils sont éternels. On peut prendre l'exemple de la femme de Proverbe 31 que c'était une femme entrepreneuse, en fait. Et cette valeur-là, j'aimais comme des piliers de bonnes bases pour ça. Et je n'arrêterai plus jamais de parler de la foi comme un pilier important pour une femme qui veut grandir. C'est vrai, parce que ce qu'on vit détermine aussi qui on est et forcément ce qu'on est dans nos métiers. Oui. Les gens le ressentent tellement, et c'est aussi pour ça qu'ils viennent aussi vers nous. Alors bien sûr, ils viennent pour l'excellence, ils viennent pour la qualité de ce qu'on propose, mais ils viennent aussi pour qui on est, et c'est ça qui fait quelque part la force. Oui, je pense qu'ils viennent surtout pour qui on est. C'est ça, quand je parle de positionnement, c'est exactement ça. Tu viens de bien expliquer, c'est que aujourd'hui, être excellent, pour moi, c'est une obligation. Quand quelqu'un dit « Ah, parce que j'ai une bonne technique », je dis « Mais la bonne technique, c'est le basique. Ça, tu dois l'avoir. Mais ce qui va faire que la cliente va choisir venir à la maison Litchi, pour moi, c'est moi. C'est pas forcément parce que je dis que je suis la meilleure dans la technique, mais elle a vu en moi quelque chose, le timbre de la voix, soit l'accent brésilien, soit parce que je parle de ma foi, mais c'est tout un pack qui est sous l'image que je dégage, qui fait qu'elle va me choisir, qu'elle va être prête à payer un peu plus cher pour venir dans mon cabinet, parce qu'il y a tout un pack, elle a déjà été conquise par ma personne. Et ça, tu ne le perds jamais, parce que même les petites clientes du village, ils sont encore avec moi. Et les autres qui sont venus aussi. Alors, c'est vraiment ne pas négocier qui on est. C'est vraiment de trouver lapider la pierre qu'on est et trouver notre place. Tu m'emmènes à te poser cette question. Selon toi, quelle est la différence entre une technicienne et une experte? Si je veux parler de ça à un public normal, je veux dire, l'experte, elle va plutôt aujourd'hui, on est dans un monde des gens qui veulent être quelque chose de très spécifique. On ne suffit plus d'aller chez le médecin généraliste. On va aller chez le cardiologue. Il ne suffit plus. On veut les spécialistes qui va trouver la veine gauche, tout ça. Alors, un expert, c'est vraiment quelqu'un qui sait les réponses et qui sait trouver cette réponse quand elle n'a pas. Moi, j'ai toujours passé l'image de l'excellence depuis le début. Je me suis positionnée comme experte parce que je cherche les bonnes réponses. C'est pas parce que j'ai toutes les bonnes réponses, la meilleure technique, mais je suis en recherche de la technique. Alors, je pense qu'experte, c'est vraiment quelqu'un qui veut quelque chose, mais qui veut les bonnes réponses pour ça. Et si on veut être experte en dermopigmentation, il faut que, bien sûr, techniquement, on va chercher, mais on va chercher les solutions. Parce que si tout le monde parle aujourd'hui que le marché est saturé, une fois, j'ai même rigolé, j'ai parlé avec une copine qui était avec moi, tout le monde dans la salle, il réclamait en disant « mais c'est pas facile, c'est le pire mois de l'année ». Et moi, j'ai resté mouée dans la salle parce que je dis « mais non, pour moi, je suis contente, parce que j'essaye de trouver la solution. Je cherche les solutions, je ne cherche pas le problème. Et pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui va chercher tout le temps d'être excellent, mais chercher tout le temps les sorties. Vraiment la solution pour tout ce qui va arriver. Il y a toujours un problème de plus, il y en aura toujours la solution. Moi, j'ai la solution, je n'ai pas le problème. Et ça fait de moi une experte. C'est très riche, je pense que ça va résonner
pour beaucoup. Tu es experte, tu as ton propre cabinet, tu accompagnes des femmes. On voit que tu voyages souvent pour des événements, pour des concours, en tant que jury. Comment tu fais pour concilier cette vie professionnelle, familiale? Est-ce qu'au fil des années, tu as ajusté des choses? Oui, exactement. Il y a des étapes. Hein. Comme j'ai dit au début, les enfants, ils avaient des autres besoins. J'ai essayé d'être présente. C'est vraiment d'être un peu plus organisée. Moi, en tant que Brésilienne, je suis désorganisée par nature. Alors, je me suis forcée à m'organiser, à avoir un agenda qui est assez bien calculé. Mais il faut savoir que les enfants commencent à aller à l'école. On peut aussi élargir nos horaires. Il faut poser des limites parce que j'ai grandi avec ma maman qui avait son grand salon de beauté, mais je l'ai vue bosser jusqu'à 10h, 11h du soir. Et si elle était là le dimanche, les gens allaient venir aussi. Et moi, je me suis posé des règles pour moi-même. Sinon, même à la maison, je peux vite aller dans le bureau pour faire la compta ou bien pour faire la publicité et passer des heures et des heures. Alors, c'est vraiment de voir que les besoins dans la maison, la dynamique dans la maison, c'est très important. Et là, je veux retourner en tant que femme de foi, en tant que chrétienne. Moi, le respect que j'ai envers mon mari et ma famille, qui est mon premier ministère, ça, je suis consciente que les besoins de ma famille, c'est les premiers besoins. J'ai la chance, là, c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné une opportunité d'avoir un mari qui a des horaires qui sont très bien et qui gère la maison mieux que moi. Alors, c'est lui peut-être qui va gérer toutes ces choses et ça facilite pour moi. Mais je sais que c'est pas pour toutes les femmes, mais c'est vraiment de calculer les horaires, de poser les barrières, de trouver vraiment cette solution. Soit si c'est une garderie, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est aussi rentable au niveau émotionnel pour tes enfants? Et moi, j'ai gardé les horaires avec mes enfants. J'ai mis toutes les structures, et comme tu as dit, les voyages, tout ça. Bien sûr que c'est planifié avant. Il y a le papa. Les grandes vacances, pour moi, c'est le grand challenge en France, mais je suis pas... voilà, je suis stratège. Alors, je ramène mes parents du Brésil. Comme ça, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de garderie. Ils peuvent profiter de leur... Il y a toujours... Voilà, oui. C'est l'experte de temps qui va chercher cette que dynamique. Que ça soit dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Et ça va que c'est le temps. Moi, je dis à mon mari, l'année dernière, j'ai voyagé énormément pour des concours et jurys. Et j'ai dit, c'est une année spéciale pour moi. Je suis invitée. Peut-être l'année prochaine, ça ne sera pas comme ça. Alors, il y a les opportunités. Il ne faut pas fermer les portes. Il faut laisser ouvertes. Il faut discuter avec le mari, avec les parents, trouver les solutions et vraiment profiter du moment qui est venu, profiter des opportunités. Et j'aimerais aussi avoir ton regard sur le secteur de la beauté en 2026. Pour moi, la beauté, il n'y a pas de fin. Parce que j'avais marqué pour dire vraiment pourquoi la beauté, pour moi, c'est très important. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est divin. Pour moi, Dieu, il a fait beaucoup d'attention à nous donner des richesses, les fleurs, la nature, les couleurs qu'il a choisies. C'est vraiment quelque chose qui la beauté vient de la part de Dieu. Alors, je vais prendre soin de ça. Et pour moi, ça n'arrête pas de grandir. Si on parle de business beauté, il n'a jamais connu la crise. Même en temps de crise, la beauté, elle n'a jamais touché. Au contraire, même quand on était confinés, on trouvait un moyen de faire à la maison. C'est vrai. Alors, on a fait et on le fera toujours. Pour moi, depuis 14 ans que je suis vraiment... Ça fait 30 ans que je travaille avec la beauté et le bien-être. C'est de faire très attention à la mode. Et même si on choisit quelque chose qui est très en vague, il faut laisser beaucoup d'opportunités ouvertes. Pour moi, le marché de la beauté, il est très dynamique. Est-ce que tu suis, toi, justement, les modes où tu te laisses vraiment conduire par ton inspiration du moment ou ton ressenti?
Parce que parfois on entend attention, ne courez pas derrière toutes les tendances, Donc toi, comment tu fonctionnes par rapport à ça? Ça m'intéresserait d'avoir alors là, pour moi, je avis. cherche vraiment l'équilibre entre les deux. Parce que je vois les femmes qui ont commencé comme moi, elles sont figées dans le temps. Elles ont eu peur de la mode, elles ont eu peur de la tendance. T'es figé dans le temps, tu vas rester avec une certaine clientèle qui après, elles vont partir, puis ça, tu vas... Pour moi, elle est très dynamique. Le business beauté, il est très dynamique. Et ça évolue tout le temps, en permanence. Même si après, on ne choisit pas pour nous, mais il faut connaître les tendances. Il faut il faut les apprendre et après choisir, mélanger. Moi-même, pour moi, il y avait des choses que j'ai regardées au début. J'ai dit, ça, c'est horrible. Ça, non, ça, je ne veux pas apprendre. Il y en a après, je faisais même sur moi. Alors, il ne faut pas rester fermé. Il ne faut pas avoir peur. Non, je pense qu'il faut même surfer dans les vagues. Mais avec la mode, il ne faut pas changer complètement la manière de faire les choses, mais d'adapter à ce qu'on est capable de faire et servir. Mais toujours bouger, toujours grandir, progresser. Moi, par exemple, l'année dernière, je suis partie pour apprendre 4 nouvelles techniques, même si je ne mets pas tous les 4. Au contraire, je veux adapter à la mienne et avoir quelque chose qui est très personnel. Mais il faut connaître, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de grandir. Et rester statique, c'est pas bon pour de l'eau qui reste trop longtemps sans bouger. C'est les insectes qui viennent. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Et est-ce que tu voudrais dire quelque chose à justement une praticienne? Alors, soit elle est déjà avancée dans son parcours, mais elle sent qu'elle n'arrive pas à passer au levier supérieur, ou au contraire, quelqu'un qui démarre? Pour moi, pour les deux, c'est la même chose. C'est un travail personnel, d'image. Il faut soit changer quelque chose qui devait être changé et qui on sait. Parce que si on ne peut pas avoir des meilleurs résultats si on fait la même chose. Moi, à chaque fois qu'il y avait un challenge, qu'il y avait un défi, il fallait m'adapter. Si j'allais faire la même chose tout le temps, je ne pouvais pas passer les étapes. Chaque étape demande vraiment une nouvelle posture. On est princesse, la couronne est toute petite. On devient reine, la couronne est plus grande. Il faut savoir la porter. Ça va exiger peut-être de lever un peu plus la tête. Pour les anciennes, il faut bouger. Quand j'ai dit bouger, c'est pas être désespéré, non, mais c'est changer de position, apprendre de nouvelles choses, prendre un coach juste pour aider à changer ta vision d'affaires, parce que c'est vraiment une phrase, c'était des petites phrases qui m'ont fait bouger, qui m'ont fait progresser, d'aller au bon endroit. On fait énormément de connaissances dans des événements, en faisant un concours pour se challenger, pour les anciennes, pour les nouvelles. C'est vraiment rechercher une bonne technique et dès qu'on a, croire à ce qu'on a, suivre les gens qui ont déjà parcouru le chemin, d'être humble, d'avoir des conseils. Là, ça, c'est biblique, hein? C'est dans la multitude de conseils qu'on trouve la sagesse. On est dans un business qui est très riche, qui a de l'opportunité pour tout le monde. La jalousie, ça, on n'a pas besoin. D'avoir peur des autres, encore moins. Mais inspirez-vous et approchez-vous des gens. Oui, approchez-vous des gens qui ont un bon savoir-faire. Moi, je te dis, tu as parlé au début de notre conversation, mais les premières, les grandes noms de la beauté ou de maquillage permanent, mais elles sont tellement accessibles. Aujourd'hui, quand je parle ou bien quand j'ai des toutes petites filles nouvelles qui m'écrivent, mais je me sens honorée quand elles m'écrivent, on a toujours une réponse. Alors, on n'est pas loin. Alors, il ne faut pas rester dans le monde de jalousie ou de peur. Non, il faut approcher des gens qui ont une bonne réponse pour nous et qui sont ouvertes, quoi. Merci, Dani. Je vais terminer avec cette question. C'est quoi pour toi réussir aujourd'hui? Alors là, c'est très difficile. Pour moi, c'est d'être tranquille, d'avoir la paix. Et j'ai dit ça parce que ça fait 2 ans que c'est ça que je marque. J'ai
c'est le contentement. C'est d'apprendre chaque pas que je donne, chaque réussite, chaque nouvelle étape, c'est le sentiment de profiter de ce moment. Parce que je pense que c'est la nature humaine, hein, on n'est jamais satisfait. Alors, je veux être vraiment satisfaite d'avoir ce sentiment vraiment de profiter de l'instant, de savoir que chaque petite étape, c'est vraiment la paix, de dire, voilà, ça c'est acquis, et être contenté. J'ai dit ça beaucoup, j'ai un mari français, alors il a la tendance de râler, de réclamer un peu. J'ai dit, écoute, trouve ce qui est bien là-dedans, trouve le bon. Finalement, d'être aligné avec soi, avec ce qu'on fait, avec qui on est. Oui, ça va rejoindre soit le positionnement. On ne peut pas se positionner si on ne sait pas qui on est. Et ça, c'est vraiment... Crucial, ouais. C'est crucial. Et notre rôle dans le jeu, on n'est pas tous des reines, on n'est pas tous des chevals, on n'est pas tous des pions, mais chaque pièce est importante. On est en évolution parce que c'est la nature de Dieu qui est comme ça. Et savoir chercher quelle est la chose la plus importante pour nous, comme femmes. Et ça, c'est un verset qui guide vraiment moi en tant que femme. C'est où il y a ton trésor, où il y a le trésor vraiment. Et c'est nous qui choisissons quel est notre trésor. Alors moi, je pose mon trésor sous les choses qui ont de la valeur, qui sont éternelles, qui ne vont pas changer, qui seront là. La famille sera là, le mari, il sera là. Et c'est mon choix. C'est là que je pose mon trésor. Et c'est mon choix de poser le trésor. Ça nous permet d'avoir une identité aussi solide et qui ne sera pas déstabilisée au moindre événement, au moindre coup de vent, à la moindre parole qu'on pourrait recevoir. Mais on est stable, on est ancré dans notre identité. On a décidé à poser le cœur vraiment dans une profession, dans une mission. Et là, c'est de continuer, d'être sûr que malgré les tempêtes, la pluie, elle s'arrête toujours. Il y a toujours le soleil après. Il faut croire à ça. En tout cas, on termine sur ces mots très profonds. Merci encore, Dany, d'avoir été là. Merci à tous d'avoir regardé et écouté cet épisode. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.